Et souvent, ce qu'on oublie dans le vin, c'est que, comme dans la vie en général, on s'intéresse beaucoup à l'objet, mais on oublie de s'intéresser au plus important, c'est la personne. Puisque c'est nous-mêmes, à travers notre interaction sensorielle, culturelle, etc. Et quand on goûte le vin, c'est à travers nous que le vin existe. Salut Cindy. Salut Franck, ça fait plaisir de te revoir dans cette salle où j'ai pu former mes équipes, me former moi-même. Te déformer même. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça comme ça. Merci en tout cas d'accepter cette interview qui, je l'espère, va pouvoir inspirer beaucoup de nos restaurateurs. C'est juste parce que c'est toi. Hein. Merci, ça me touche d'autant plus. Donc, on va commencer par ton parcours déjà et ton expertise, si tu veux bien, histoire que les personnes qui nous regardent puissent comprendre d'où tu viens, qui tu es. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduit quelque part à devenir meilleur ouvrier de France en sommellerie? Globalement, moi, j'étais pas très bon à l'école. En troisième, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. Et je me suis fâché avec mes parents, donc j'ai atterri à la plonge dans un restaurant. Et j'ai lavé les casseroles essuyé les verres et fait l'argenterie pendant 6 mois. Et puis un jour, il manquait quelqu'un en salle. Donc je me suis retrouvé avec une chemise et un nœud pape. Et j'ai trouvé ça même plus cool de poser des assiettes que de récurer les casseroles. Et donc après, j'ai eu la chance de tomber sur un sommelier mature, on va dire ça comme ça. Maintenant on dirait vieux, mais il devait avoir mon âge que j'ai maintenant. Et il m'a donné un peu le virus du vin. Et puis du coup, je suis retourné au lycée hôtelier. J'ai fait une mention complémentaire sommelier, un brevet professionnel sommelier. Je suis parti en Bourgogne à Beaune. Après, j'ai fait 17 ans de restauration étoilée Michelin dans la région, dans le sud de la France. J'ai pas fait beaucoup de maisons. Je fais l'hôtel Johanna, premier restaurant d'Alain Ducasse, ensuite l'hôtel Negresco avec Dominique Lestang, 12 étoiles Michelin. Et après, j'ai monté mon affaire parce que j'avais envie. J'aimais bien être chez les autres, mais comme j'avais déjà des idées un peu révolutionnaires à l'époque, je me suis dit qu'il n'y a que chez moi que je pourrais les mettre en œuvre. Et que j'ai trouvé un associé qui allait me supporter. Donc on a ouvert un restaurant entre 2002 et 2007 qui s'appelait Parcours, qui a eu une étoile Michelin dès la première année. Voilà, j'ai vendu ce restaurant en 2007 et puis je me suis installé dans la formation après 17 ans de restauration. Je me suis dit que j'avais plein de choses à raconter et j'ai trouvé des gens qui avaient envie de m'écouter, donc ça a commencé comme ça. Super, beau parcours. Tu dois en être fier en tout cas. Oui, je dirais que oui, il y a une certaine fierté, ouais, mais je pense que tous ces concours, moi je l'ai d'abord fait pour me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un de bien et surtout pour le mettre dans la tête de mes parents qui m'ont abandonné, donc voilà, c'est toujours un truc un peu perso. Mais ça a été un bon moteur, hein. C'était un peu âcre des fois, un peu piquant, mais ça m'a aidé à me dépasser et à dire voilà, je suis un mec bien et je suis quelqu'un d'aimable. Quelque part, aimable, gentil et aimable, qui peut être aimé. Ouais, non, ça c'est un parcours, c'est important dans la vie finalement de se poser la question pourquoi on fait des choses. Parce que souvent on est dans la vie dans un espèce de truc mécanique et on oublie pourquoi on fait les choses. C'est important de savoir d'où on va et d'où on vient et surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire. Pourquoi, le fameux grand pourquoi. On en parle beaucoup au sein de BistroBiz aussi, de ce pourquoi. C'est le sens de la vie. Exactement. Dans la restauration, si tu fais 80 heures par semaine, déjà c'est que tu gères mal ton temps. Tout à fait. Et deux, si tu les fais, il faut se poser pourquoi on a envie de les faire. Exactement, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a motivé à créer la fameuse méthode, la dégustation intuitive? Alors, la dégustation intuitive, ça m'a pris comme ça un matin. Je faisais une masterclass en 2008-2009 sur les vignobles de la Côte-Rôtie, donc je faisais un truc très technique, la couleur, le type de sol, le raisin, machin. Et j'ai vu au fond de la salle un gars moi j'ai fait beaucoup de voyages en Asie et j'ai appris à regarder les gens dans les yeux. Et j'ai bien vu que dans ses yeux, il y avait une espèce de vide intersidéral. Et j'ai été le voir à la fin de la dégustation et j'ai dit, vous avez passé un bon moment, le gars très gentil, tu vois, il me dit, ouais, c'était bien, c'était super. En fait, j'ai rien compris. Je me suis dit quand même, ça faisait 18-19 ans que j'étais sommelier, machin, je me destinais à l'enseignement. Et je me suis dit, si je parle du vin et que les gens ne comprennent rien, c'est que ça va pas, quoi. Et là, je me suis remis en question en me disant, la façon qu'on a de transmettre le vin, elle est très élitiste, elle est réservée à une élite. Et le vin, c'est avant tout, les symboles du vin, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le plaisir, quoi. C'est clair. Et un client dans un restaurant, quand il boit un verre de vin, il n'a pas besoin de savoir si les sols sont argilo-calcaires. Ce qu'on veut qu'on lui dise, c'est que c'est bon et qu'il va prendre du plaisir en buvant son verre avec ses amis ou ses copains ou sa compagne, etc. Et donc de là, j'ai créé un groupe de recherche et je me suis dit comment je peux rendre le vin, la dégustation du vin plus accessible à tous. Et finalement, même au restaurant, moi quand je servais un verre de vin, je disais aux clients mais qu'est-ce que vous ressentez? Le client avait tellement peur, surtout quand après avoir eu mes titres, il avait tellement peur de dire une bêtise qu'il disait rien.
Il disait oui, ou voilà, ou alors t'en avais qui avaient un ego surdimensionné qui se la racontait. Ça arrive aussi, mais qui cherchait la confrontation. Mais globalement, il savait pas que dire. Donc, j'ai inventé cette méthode avec mon équipe. On s'est réunis avec des musiciens, des artistes, des paysans, un petit peu tout, une prof de calligraphie japonaise, un guitariste. Et on a fait plein d'essais. Sur 70% des essais qu'on a fait, il y en a 70% qui ne servaient à rien. On a fait de la dégustation avec des bols tibétains, on a passé du ACDC à des bouteilles de vin pour voir ce que ça leur faisait. Enfin, des trucs complètement allumés. Et après, petit à petit, on a épuré et on a sorti cette méthode qui permet aujourd'hui à n'importe qui, les yeux bandés, de goûter un verre de vin et de se livrer en fait. Et le vin devient un miroir de l'âme où il dit en fait, on ne lui demande pas de parler du vin, il parle de ce qu'il ressent. Et souvent, ce qu'on oublie dans le vin, c'est que, comme dans la vie en général, on s'intéresse beaucoup à l'objet, mais on oublie de s'intéresser au plus important, c'est la personne. Puisque c'est nous-mêmes, à travers notre interaction sensorielle, culturelle, etc. Et quand on goûte le vin, c'est à travers nous que le vin existe, puisqu'on va en parler. Donc, il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même pour parler avec justesse et parler libre. Parce qu'il n'y a pas de... Sur un ressenti, il n'y a pas de faux ou vrai. Il y a juste ce que je suis et ce que je ressens, ici et maintenant. C'est clair. Et puis alors, pour l'avoir testé, je confirme totalement ce que tu es en train de dire. Oui, parce que tu étais venu avec ton équipe. Exactement. Tu travaillais sur une plage. Et c'était ça a été pour moi ultra perturbant. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'aller à la fois dans une introspection de moi-même et à la fois effectivement dans la découverte des sens et de vraiment d'aller rechercher dans l'essence et donc dans ses propres sens. Le sens. Voilà, ce qu'on ressent. Caché. Le sens caché, ça fait beaucoup de sens, mais effectivement. Et c'était particulièrement dingue, surtout qu'en fait, avec ces équipes-là, souviens-toi, personne ne se ressemblait, personne venait du même milieu, personne venait... C'est un peu le milieu dans la restauration, finalement. Exactement, totalement. Milieu très open. Et du coup, ça a été... On avait quasi raconté les mêmes histoires avec les yeux bandés, et c'était assez fou. Et ce qui est super important de garder à l'esprit, c'est que le but de la dégustation intuitive, c'est de permettre à n'importe qui de s'exprimer sur un vin, et en particulier des serveurs, des serveuses, des chefs de rang, des maîtres d'hôtel, etc., qui même s'ils n'ont pas d'appétence pour le vin, on accompagne une chaîne de restauration assez connue dont je tairai le nom, et ça nous arrive d'avoir des collaborateurs, des collaboratrices à former qui sont, pour des raisons culturelles ou religieuses, qui ne consomment pas de vin. Et grâce à cette méthode-là, grâce à ces ressentis-là, on a vu des personnes qui ne connaissaient rien au vin, qui ne boivent pas de vin, être les meilleurs vendeurs de vin. Et ça, c'est quand même... on n'en est pas peu fiers. Voilà, effectivement. Et on a un petit point commun sur l'histoire du fait que j'ai vécu en Asie et que, comme toi, sur le terrain, même si j'en suis pas allée jusqu'à la création d'une méthode sur la dégustation intuitive, mais en tout cas, j'ai aussi cherché des moyens de former les Vietnamiens qui m'accompagnaient dans ces restaurants-là sur le vin pour leur raconter, pour leur expliquer que avant tout, c'est ça, c'est de passer un moment sympa autour d'une bonne bouteille ou autour d'un verre et avec des personnes, quoi. Alors moi, j'aime bien dire que pour vendre du vin, il ne faut surtout pas parler de vin. C'est vrai. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase ? Ça m'inspire... bonne question. Une bonne question. Ouais. Je pense... En fait, j'ai surtout pensé à ces vendeurs de vin insupportables, en fait, qui justement ne t'écoutent même pas, cherchent à vendre le produit au lieu de chercher à vendre l'expérience. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait... D'ailleurs, nous, on délivre une certification de sommelier caviste. Ouais. Et j'ai beaucoup de restaurateurs, des fois, qui m'appellent... alors, pas forcément des restaurateurs étoilés où le poste de sommelier est un peu sacralisé, mais les restaurants étoilés, ça représente pas beaucoup, finalement, dans la restauration. Et aujourd'hui, j'ai des restaurateurs qui ont des restaurants traditionnels, même des restaurants à thème, qui me disent, on voudrait quelqu'un qui se charge du vin, un chef de rang, un maître d'hôtel, mais ils ont du mal à utiliser le mot sommelier, parce que souvent, dans l'histoire classique de la sommellerie, on a l'impression que le sommelier, c'est un sachant, qui peut parfois être pédant, un peu, qui prend les clients de haut, et qui, comme tu le disais il y a quelques secondes, va raconter son histoire sans écouter. Alors que la bonne posture pour un sommelier, pour moi, bien sûr, c'est de connaître le vin, d'avoir fait son travail en amont, en ayant sélectionné des vins qui sont bien... D'être porteur de conseils, quoi. Voilà, mais surtout, puisque le même client, il va changer aussi de posture selon le cadre dans lequel il est, s'il est en repas d'affaires, s'il est en repas de séduction, s'il est avec ses enfants, etc. etc. Et à ce moment-là, le sommelier, il va être là pour poser les bonnes questions, en 3-4 questions, faire émerger le besoin et donner envie au client. Voilà. Donc on ne vend pas du vin, on vend une expérience, on vend un moment, on parle aujourd'hui beaucoup dans le marketing de storytelling, mais la bonne histoire qui va bien, c'est quand le sommelier ou le maître d'hôtel ou le chef de rang qui va être en charge du vin
va parler du vigneron avec les yeux qui brillent. Et nous, dans nos formations, ce qu'on essaye de faire, c'est on leur apprend le vin, bien sûr, mais on leur apprend à parler avec leur cœur, à leur parler d'expérience. Moi, j'ai toujours un truc très simple que j'aime faire. Par exemple, sur la vente de commande, la prise de commande d'apéritif. Tu dis la question qui tue, enfin, la question, je dirais, enfin, si on était en train de se séduire, tu vois, c'est comme tu arrives avec la fille chez elle et elle arrive, elle commence à enlever son top et puis elle se retrouve avec une gaine de grand-mère, tu vois, le truc, tu vois, le truc, ça te coupe tous tes effets. Et alors là, quand tu vas au restaurant, quand le chef arrive et dit alors un apéritif, prendre un apéritif. Ouais. Donc le mot apéritif, déjà dans la tête du client, qu'est-ce que c'est? Ça coûte cher, je conduis après, la police, machin. C'est un mot qui est compliqué, le mot apéritif, aujourd'hui. Il est connoté de façon négative dans l'inconscient collectif du client. Alors que plutôt, si on dit, voilà, on peut faire une double proposition en disant j'ai un vin fruité, etc. Mais encore mieux, parce que les clients, quand ils sont assis à table, ils ont faim. Donc il faut leur parler de l'expérience. Donc voilà, le chef aujourd'hui, il vient de faire une tempura de langoustine et avec ça, juste avec cette tempura croquante et délicieuse, j'ai un vin blanc, c'est juste bon. On n'a pas parlé du vin, on a dit que c'était bon. Et là, en fait, on crée une image mentale, on fait saliver. Voilà, ces petites choses qu'on fait comme ça. Le vocabulaire gourmand, ça c'est hyper important. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Je t'en donne un deuxième. On a travaillé avec un restaurant qui s'appelle la Villa Florentine à Lyon, étoilé Michelin. Et on les a fait travailler sur juste 3 mots quand ils proposent quelque chose, que ce soit un plat, un fromage ou une vente additionnelle. C'est quand ils disent quelque chose, c'est j'ai très envie d'eux. C'est un truc tout bête. Tu peux pas dire j'ai très envie d'eux à un client et tirer la tronche, ça ne marche pas. J'ai très envie de nous proposer. Non, voilà, donc le j'ai très envie, tu es obligé de l'habiter. Et donc en faisant juste ça, on a augmenté de 30% en 6 mois les ventes. Sur toute la vente. Mais c'est des choses très simples. C'est clair. C'est du bon sens paysan, quoi. Tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord. Et donc pourquoi, selon toi, il est essentiel pour les restaurateurs de développer une expertise dans le vin à leurs équipes? Parce que en termes de chiffre d'affaires, le vin, ça pèse énorme. En termes de transformation, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la rentabilité, il faut la chercher sur les boissons, sur le vin et sur les autres boissons en général. Puisque ouvrir une bouteille d'eau, déboucher une bouteille de vin, on a quoi? En coup de manœuvre, on a 5 minutes, 7 minutes. Bon, après, je veux bien le fait d'ouvrir le carton, de la commander, et 30 minutes. Un plat, c'est, avec une mise en place et tout, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. Et il n'y a pas de notion de denrées périssables sur un vin. Il y en a, mais elles sont quand même assez larges. Donc aujourd'hui, la valeur ajoutée, elle est forte. Et puis, c'est comme dans un restaurant. Enfin, tu marches dans une rue piétonne, tu as 50 personnes qui font le même plat. Si tu vas dans une rue piétonne et que tu as toujours les mêmes vins partout, comment tu te différencies? Tu es un mouton, quoi. Tu es juste un suiveur, quoi. Donc soit tu as quelque chose à dire, et le vin, comme les plats, c'est aussi une façon de se différencier, c'est une façon de raconter une histoire. Et soit de proposer des vins qui sont morts, dans lesquels il n'y a aucune vibration. C'est comme acheter du surimi chez Carrefour et foutre ça dans une assiette, quoi. Moi, je prends un exemple moi, qui me fait hurler, c'est les verres dans un restaurant. Moi, quand je vais dans une ville où je ne connais pas, il y a 2 choses que je regarde toujours. C'est où sont stockées les bouteilles de vin. Donc si elles sont au-dessus du four à pizza, je demande des épices et de la cannelle pour faire un vin chaud. Voilà. Et si on a des bons vieux verres Arcopal, alors si c'est un thème de restaurant grand-mère, why not, je veux bien. Mais c'est pareil, un verre, un beau verre, c'est 2,50 € hors taxe. Donc on ne me dise pas que ça coûte cher. On peut avoir des verres, ça voilà, c'est des verres mécaniques de chez Riedel, ça coûte 2,50 €, c'est solide, c'est fait avec du titanium, voilà, donc on a de la solidité sur le verre. C'est pareil, l'autre fois j'ai un chef de cuisine qui me disait oui mais les verres ça coûte cher, etc. Je lui dis tu vois, un vin c'est comme un écrin, c'est comme ton plat, c'est quelque chose de bon. Donc est-ce que ton meilleur plat de ta carte, tu le sers dans une barquette à frites? C'est exactement la même chose. Donc quand tu vas dans un restaurant, premier truc, tu regardes où sont stockées les bouteilles et la qualité des verres. Quelqu'un qui met des beaux verres, automatiquement c'est quelqu'un de soigneux. C'est quelqu'un qui fait, c'est comme le café, enfin les tasses, enfin voilà, il y a plein de choses. Nous on est du métier, on le sent tout de suite. La propreté de la carte, enfin voilà, mais c'est des petites choses toutes simples qui font que l'expérience client elle est forte. Le sens du détail, jamais dans les détails. Je ne sais pas si on a déjà été au restaurant, toi et moi, mais je pense que si on y va, on a intérêt de bien le choisir. On a des choses à se raconter, c'est clair. Et as-tu un exemple concret d'un restaurant ou d'un établissement que tu as accompagné et qui a vu justement son chiffre d'affaires? Tu en as déjà partagé, mais est-ce que tu as un autre exemple où son chiffre d'affaires a augmenté grâce à la formation des équipes sur le vin, justement? Ouais, j'ai un exemple qui me vient en tête là, en parlant des verres qui est assez sympa.
C'est un restaurant qui s'appelle le Devèze à Paris, à côté de l'avenue Georges V. Bon, il a été vendu, je crois, il y a 2 ans, suite au Covid. Mais on a accompagné ce restaurant il y a quelques années. Et donc, ils avaient énormément de vins ouverts. Très belle offre de vins ouverts, très belle carte des vins. Donc, le patron me dit, sur les vins ouverts, on n'est pas rentable. Je lui dis, c'est quand même bizarre, parce que vous avez une belle carte, ça tourne, vous en vendez. Et puis, je regarde le restaurateur comme ça, je lui dis... Tu peux faire venir tes équipes là. Donc, il avait 7 chefs de rang et un maître d'hôtel. Et donc, je dis, je vais vous faire passer un par un et vous allez me verser la dose. Parce que vous versez un verre au vin. Donc, et sans que les uns les autres se voient. Donc, on a eu. Donc, voilà, imaginons que la dose réglementaire c'était ça. Ouais. Et la dose. Donc, les gars étaient tous au-dessus. Et donc, une demi-heure avant. J'avais dit au gars, mais il faut que tu achètes des verres avec une graduation. Elle me dit, ah non, c'est trop cher. Alors on s'est amusé. Donc, sur les 7 gars, je crois qu'il y en a 6 qui étaient au-dessus, à 2-3 centilitres. Donc je me suis amusé à multiplier 3 centilitres par le nombre de verres vendus, donc ça faisait l'équivalent de 750 bouteilles à la fin de l'année. Donc je ne sais pas si tu es conscient de ce que tu fais, c'est-à-dire que tu achètes une palette et demie de vin, tu la mets sur le trottoir et les gens se servent. C'est exactement ce que tu fais. C'est pour ça que tu n'es pas rentable. C'est génial d'avoir projeté... Voilà, un truc très simple. Et donc, du coup, on a fait bosser... D'abord, il s'est fait graver les verres. Parce que j'ai dit, faire graver les verres, ça va te coûter combien ? 500 balles. Donc, une palette de vin à 700 € à 15-20 balles prix moyen d'achat, t'as vite fait le calcul. Hein. C'est clair. T'as vite rentabilisé ton sujet. Et voilà. Et après, il nous a fait confiance. On a démontré ça. Et après, on a formé son équipe sur le vocabulaire. Comment prendre une commande en 20 secondes. Trouver les 4 mots qui vont faire moucher le client. Lui donner envie. Voilà. C'est vraiment un acte de conseil, ça doit être hyper rapide. Même dans un restaurant étoilé Michelin, enfin, moi j'adore raconter ça aussi. Quand je travaillais au Negresco, on avait une carte des vins, elle était tellement épaisse qu'il fallait une table à côté pour que les clients ils ne pouvaient pas la porter, elle était lourde. Donc on avait une petite table en marqueterie, on avait 1500 références, elle devait peser, je sais pas, 4 kilos quoi. Donc t'imagines, on est entre amis, on va au restaurant, on ne s'est pas vu depuis 6 mois, le sommelier nous donne un truc. Et alors, quand je vais dans des établissements comme ça, le sommelier, je dis, mais quel est l'objectif d'avoir une carte des vins aussi lourde ? Ben, il dit, comme ça, les clients ils me demandent conseil. Donc, en fait, vous donnez une Bible, personne. Donc, en général, les clients, ils franchissent jamais la 3e page. Donc, vous vous faites chier à avoir un support de vente qui est beau, qui coûte cher, qu'il faut le tenir un jour, et les clients ne le regardent pas. Donc, à quoi ça sert ? Vaut mieux directement, voilà. Donc moi quand j'ai eu mon restaurant, j'avais une carte des vins avec 40 références qui tournait tous les 3-4 mois, voilà, et on vendait, voilà, et aussi une politique de prix très agressif, très agressif, dans le bon sens du terme, ouais, pour les clients. Mais donc le bénéfice c'est simple. Et puis aujourd'hui, si tu formes pas tes collaborateurs, si la formation, c'est un des leviers de fidélisation. Aujourd'hui, tout le monde, les restaurateurs se disent « Ah oui, les serveurs ne sont pas impliqués. » Déjà, pendant des années, on les a traités comme des... Moi, j'ai fait 20 ans de restauration, à 80 heures par semaine, et les heures sup, on nous balançait des casseroles dans la gueule. Donc heureusement, tout ça, ça a changé. Mais je veux dire, moi, je croise encore des restaurateurs qui me disent « Je ne trouve pas de personnel. » Je dis « T'as envie d'aller travailler pour 1500 balles avec un fouet sur la gueule et qu'on t'insulte ? Non mais c'est fini ça. Il n'y a que des cons comme nous pour l'avoir fait, parce qu'on nous expliquait qu'avec une ligne sur le CV, on serait meilleur. Oui, puis je pense qu'on avait une envie de se prouver à nous-mêmes aussi. Beaucoup. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, la formation, c'est un outil de valorisation, puisque on transfère des compétences au collaborateur ou à la collaboratrice, et on valorise son parcours, et on valorise l'établissement. Quand tu formes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui envoies un signal. Moi, je ne le dis pas, si je dois former quelqu'un ici, je ne lui dis pas, je te fais une formation. Je lui dis, j'investis sur toi. J'investis sur toi parce que je crois en toi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et d'abord, je ne lui impose pas, je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment on peut faire ensemble pour que ça soit mieux ? Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Et voilà moi ce que je peux te donner, voilà ce que l'entreprise peut te donner. Par contre, ce qui est important, c'est quand la parole est donnée, il faut qu'elle soit respectée. Ça, c'est pas toujours le cas. D'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Et justement, tu parles de formation, et selon toi, comment la dégustation intuitive, parce qu'elle aide à mieux ressentir le vin et à mieux comprendre le vin, à titre personnel, bien sûr. Mais comment va-t-elle aider à mieux vendre ?
Tout simplement, nous ce qu'on fait quand on intervient dans un restaurant, on prend les 20-80, on prend par exemple les 5 vins les plus vendus de la carte, on les passe en dégustation intuitive, chacun met les mots qui va bien, donc il va ressortir avec son propre ressenti. Tu vois, on ne va pas lui faire bêtement apprendre un texte. Hein, tu sais, c'est comme un acteur de théâtre. D'ailleurs, nous on fait aussi des formations théâtre au sein de l'école. Et le seul rôle qu'on leur apprend, c'est d'être eux-mêmes. On leur apprend pas. Et donc si tu commences à parler d'un texte qui n'est pas le tien, si on te dit, le morgon, il est fruité, léger, machin, mais si ça sonne faux, ça se voit de toute façon. On est en restaurant, on est dans l'émotionnel, on est dans le partage du plaisir, dans l'expérience. Si tu arrives et que tu es un robot mécanique qui récite un texte, ça se voit. Enfin, on a tous eu au téléphone ou des gens qui ont un script, qui déroulent un script commercial, mais c'est horrible. Aux États-Unis, moi j'adore m'inspirer de ce qu'ils font aux États-Unis. Les gars, si tu veux, le mec, alors eux, ils ont le best employee of the week. Le mec, c'est celui qui a mieux récité son truc, mais c'est morbide, quoi. Tu vois, yes, I am Cindy, I will be your wine waiter tonight. I will take care of you. I'm so happy to be here with you. Oh, I hope you will enjoy your dinner. Cindy, amazing. Yeah, voilà. Oh, wonderful. Non, mais globalement, c'est faux, quoi. Donc, la dégustation intuitive, ça va aider le chef de rang, le collaborateur ou la collaboratrice à rentrer dans le vin et à trouver ses mots. S'il a envie de dire un mot qui est techniquement pas juste, mais qu'il le dit avec le cœur, on s'en fout complètement. Totalement. Ça va toucher le client. Et tu vois, j'en reviens à la petite anecdote du personnel vietnamien que j'ai eu à gérer très jeune. Et en fait, ils avaient peur. Quand je leur disais, selon toi, le vin, qu'est-ce que tu en penses, comment tu en es de vin, ils avaient peur de me dire ce qu'ils en pensaient, de peur de donner une mauvaise réponse, et de peur qu'ils soient licenciés. Et du coup, un jour, j'ai juste, un soir, ça m'a gonflé, si tu veux, parce que moi, je souhaitais vraiment leur transmettre des choses. Quelque chose, Et je leur ai dit, ok, j'ai pris les 15 plus motivés, je leur ai dit, allez, j'ai sorti quelques quilles de la cave, pas les plus mauvaises, puisque je me suis dit que j'allais boire avec eux, donc voilà. Et on est allé dans le bureau, je leur ai dit, allez, on prend les cartons de verre à vin, maintenant on va manger, amenez-moi dans vos street food. Ouais, bien sûr. Et en fait, on est arrivé dans les street food, en plus, ouais, c'est des street food de 22-23 heures, c'est pas forcément les meilleurs qui puissent exister, mais en tout cas, ils m'amènent. Donc, du coup, c'était vraiment très local pour le coup. Et de là, on s'est posé, j'étais la seule blanche assise, posée par terre quasi, avec eux qui étaient tout contents. On a sorti les verres à vin sur la table, on a commencé à servir le vin. Et là, je leur ai dit, voilà, avec vos mots, qu'est-ce que vous ressentez ? Mais c'est la même chose. Et ils ont commencé à me sortir des mots de vocabulaire et j'ai su à ce moment-là, j'ai essayé de leur transmettre, leur dire, voilà, le sour que tu es en train de me dire, ça va être l'acidité dans le langage du vin, mais en tout cas, tu vois que tu n'es pas à côté de la plaque. Et tu peux parler avec tes mots, c'est ok. Bien sûr. Tant qu'en fait, tu transmets quelque chose que tu aimes, parce que si toi, tu aimes ce vin-là, tu vas vendre celui-là. Si toi, tu aimes ce vin-là, tu vas vendre celui-là. Et c'est ok. Ouais, bien sûr. Ça va permettre de diversifier la vente d'une carte. Le principal, c'est de vendre. Exactement, tout simplement. Et que le client soit heureux. Exactement, tout à fait. Et la personne qui le vend aussi, bien sûr. Comme tu dis, les étoiles dans les yeux, quoi. Et puis que ça soit gratifiant en disant je l'ai fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on fait ce métier, quand le client part et qu'il nous dit j'ai passé un bon moment, on fait aussi ça pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et alors, maintenant, à ton avis, quels sont les principaux avantages pour un restaurateur de former son équipe, non seulement au vin, mais aussi aux accords des vins ? Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, pour bien vendre du vin, il ne faut pas parler de vin. Donc en fait, il faut parler du plaisir du vin. Et le plaisir du vin aujourd'hui, on est, tout au moins en France et en Europe, on est sur une culture où on consomme le vin en même temps que les plats. Et donc en fait, en général, quand un client vous dit j'ai choisi tel vin, on peut argumenter sur le vin. Par contre, où on peut vraiment avoir un levier de vente très fort, c'est en disant voilà, ok, ce vin-là est super. Par contre, si vous prenez celui-là, avec le plat que vous avez pris, l'expérience va juste être waouh. Vous voyez la différence ? En fait, argumenter sur le vin, c'est une chose. Argumenter sur l'accord mets-vin, pour moi, l'accord mets-vin, c'est le levier de vente le plus puissant. Puisqu'on n'est plus dans la technique, on est totalement dans l'expérience. Bien sûr que c'est une expérience subjective, mais on est dans la réalité de l'expérience. Et en disant au client, tu vois, je te donne un truc très simple. On a bossé pour un restaurant à Nice, et plutôt que de faire des planches apéritifs, on lui a fait faire des concepts. C'est-à-dire que par exemple, mais c'est un truc tout simple, ça va être... on avait fait, c'est un restaurant de tapas très basique, dans le sens où basique, pas sans jugement, mais une offre très simple. Il y a pas, voilà. Et donc plutôt que de vendre
une planche de charcuterie de chorizo et un verre de vin rouge. On lui a dit tu fais un espace qui s'appelle Viva Espagna, un autre qui s'appelle Viva Italia, avec un verre de Lambrusco, une mortadelle, machin, une mozzarella sympa, machin. Et le client, tu lui vends un package. Je lui dis, bah voilà, là tu goûtes un morceau d'Espagne, un morceau d'Italie, un morceau de ce qu'on te veut. T'as passé le monde, del monde. Voilà, par exemple. Et du coup, voilà. Et en fait, former son personnel, c'est lui donner les clés pour agir, c'est augmenter le chiffre d'affaires, le fidéliser, et puis rendre l'expérience client, encore une fois, différente, quoi. D'ailleurs, on appelle ça des formations, on n'aime pas appeler ça des formations, parce qu'une formation, ça formate. Nous, on aime bien déformer. En fait, on va enlever la forme dans le déformé pour inviter les personnes, que ce soit les restaurateurs ou le staff, à rentrer dans leur intérieur et à agir à partir de ce qu'ils sont et être eux-mêmes, quoi. En fait, les faire exploser ce carcan autour du vin, qui est un carcan technique et qui est ô combien chiant, quoi. C'est mortifère comme truc. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit là ? Là, on boit un vin qui vient des Côtes de Duras, à côté de Bordeaux. Ok. Voilà. C'est un vin que j'aime bien. Enfin, goûte-le, je vais pas te spoiler ton expérience, je te laisse le goûter. Qu'est-ce qu'il te raconte comme histoire ? Alors, j'ai pas fait toute la technique de la dégustation intuitive, mais tu m'as dit que c'était un vin du Jura ? Non, des Côtes de Duras, à côté de Côtes Bordeaux. Jura, pardon. À côté de Bordeaux, ouais, voilà, donc Bordeaux, pardon. Je m'attendais du coup à quelque chose d'un petit peu plus costaud en entendant Bordeaux. Et non, là au contraire, je trouvais que c'était assez soyeux et agréable. Moi, c'est la première chose que j'ai ressentie, c'est le côté soyeux et agréable du vin, qui là me fait plaisir d'être. Alors tu vois, on vient de vivre un truc très intéressant. J'étais induit quelque chose en disant ça vient de Bordeaux. Alors qu'en fait, j'aurais dû te poser la question avant de parler. J'aurais dû te dire qu'est-ce que tu ressens avant de t'indiquer quelque chose, tu vois. Finalement, j'ai été presque un peu vite. C'est vrai, totalement. Mais à la fois, ça m'a surpris parce que je n'ai pas été bloquée sur ce que tu m'as dit. Et au contraire, je me suis laissé surprendre par ce que je ressentais. Et je me suis pas dit, ah bah non, c'est un vin de Bordeaux, donc du coup, il est comme ça. C'est pour ça que moi, quand j'avais mon restaurant, j'adorais servir aux clients les vins sans leur dire ce que c'était. Tout à fait. Pas pour les piéger ou leur faire deviner, aucun intérêt. Juste qu'ils goûtent le vin pour ce qu'il est, sans a priori. Est-ce que toi, de ton histoire, toi, tu as une anecdote marquante comme ça par rapport à l'accord mes vins, par rapport à la dégustation d'un vin ? Est-ce que tu as un souvenir waouh qui t'a fait encore plus, qui t'a plus réconforté dans ta passion, dans ton métier ? J'en ai pas qu'un. Ouais. Il faut que je trouve le bon. Il faut que tu choisisses. Ah ouais, il faut que je choisisse un. D'accord, mes vins peut-être ? D'accord, mes vins. Ouais, alors, écoute, je suis intéressé. J'en ai un qui me plaît bien comme ça. J'étais au Negresco, j'étais second sommelier au Negresco, c'était en 80. Il y a longtemps, 94. Et mon chef sommelier de l'époque, donc on avait un grand Bordeaux rouge, c'est un Cosès Tournelle, je crois, à servir. Le client me commande la bouteille, il me dit tiens, on va faire un truc un peu sympa sur l'assiette de fromage, on va faire une assiette un peu composée, mais pas composée de différents fromages. On va mettre qu'un seul fromage, on va mettre des accompagnements à côté. Et il me dit tiens, donc on prend un vieux parmesan, et je goûte le parmesan avec le vin rouge, et je dis ouais c'est pas mal, mais le parmesan il est un peu granuleux, ça déstructure un peu le vin, je trouvais ça pas super. Il me dit je vais te montrer un truc et tu vas comprendre comment des fois un ou deux condiments vont changer la donne. Donc il m'envoie en cuisine chercher des petits oignons sauvages, des cébettes. On les émince comme ça rapidos. On met un filet d'huile d'olive et on met avec une poire. C'est une poire fruit fraîche coupée. Et donc le mariage des trois va transfigurer le vin puisque la poire va amener de la douceur, la cébette va donner un coup de fouet un peu à l'ensemble. Et le vin, si tu veux, l'expérience du vin était juste magique, quoi. Déjà le vin était bon, mais posé dans ce cadre-là, très simple. Et j'aimerais bien dire aussi que sur les accords mets vins ou les expériences gustatives, des fois ça commence par un super chorizo avec un Rioja rosé, quoi. C'est pas que, ou c'est une bonne pizza. Là j'ai trouvé une pizzeria dans le coin là, qui fait des pizzas napolitaines. Je veux dire, avec une pâte bien épaisse, elles sont chargées, enfin chargées dans le bon sens du terme. T'as à manger, t'as une vraie burrata qui coule. Tu mets la cuillère comme ça t'as l'impression. Heureusement qu'il y a les bords à la pizza, parce que la burrata se barrerait. Voilà, et avec ça, tu goûtes un magnifique. Voilà, tu goûtes un dolcetto d'Alba, qui est une caresse buccale, qui est enchanteur. Tu te dis voilà, c'est une pizza avec un dolcetto qui est un vin rouge simple. Mais le plaisir du vin, ça commence là. C'est pas que des grands crus avec de la truffe, quoi.
Bon, on va arrêter l'interview un petit peu plus tôt, puis tu vas aller m'emmener manger cette pizza. Mais pour le coup, tu vois, si je t'ai demandé là, une anecdote par rapport aux accords Mes-Vins, c'est parce que je ne sais même pas si, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à s'apprendre. Et moi, c'est l'expérience des accords Mes-Vins qui m'a vraiment amené dans une autre dimension dans tout ce que je fais. C'est-à-dire qu'un jour, on m'a amené en Asie, toujours, on m'a amené dans un restaurant. C'était un dîner d'accords Mes-Vins, parce que j'étais directrice générale de plusieurs restaurants, etc. Donc j'étais invitée souvent dans ce type de dîner mondain. Et en fait, bistrot vietnamien assez traditionnel, haut de gamme, et des vins de Bordeaux. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais ce marqueur de me dire, moi je ne suis pas hyper fan des vins de Bordeaux. Va savoir. Je ne sais même plus d'où ça venait cette histoire. Et donc je m'assois et en gros, la première chose qu'on me sert, c'est donc un vin blanc de Bordeaux que je ne pensais ne pas aimer, avec ce qu'on appelle un fish cake vietnamien, donc genre d'acra de poisson, mais à la vietnamienne, que je pensais ne pas non plus avoir cet effet waouh. Tu vois ce que je veux dire? Et là, au début du repas, j'avais vraiment ce truc de me dire super, ça commence bien, le repas va être long. Et en fait, il s'est passé vraiment, alors que j'avais tout mon être qui avait envie de me dire le contraire, donc j'aurais pu rester butée. Mais l'expérience culinaire a été assez folle pour me faire, mais littéralement, valser. Bien sûr. Au point où j'aurais pu commander ça tout le dîner. J'aurais arrêté tout. Moi, je reprends ça coup sur coup. Tellement j'ai regardé la personne qui était assise à côté de moi. Je dis, est-ce que tu viens de ressentir ce que je viens de ressentir? Et ce qui est très intéressant, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que la dimension accord Mes-Vins, elle est hyper personnelle. Puisque un accord va faire vibrer une personne et un peu moins peut-être une autre. Tout à fait. Et en tout cas, c'est la recherche du Graal. Et le restaurateur, s'il travaille bien, il va proposer une panoplie d'accords qui vont amener le client dans une expérience différente, quoi. C'est clair. Totalement. Et justement, à quel point l'expérience client est-elle transformée lorsque l'équipe d'un restaurant maîtrise le vin et peut raconter des histoires captivantes autour des tables, autour des accords? Pardon. Elle va être transformée au même titre que la cuisine. Je veux dire, si tu as une super équipe en salle qui parle bien, qui parle du vin, tout ça, etc., qui parle avec le cœur et que tu envoies des plats qui sont juste de la merde, les clients, ils se disent, ouais, l'équipe est sympa. C'est pareil. Enfin, combien de fois, moi, j'ai travaillé dans des restaurants où il y avait des chefs étoilés ou pas étoilés qui vraiment mettaient tellement d'énergie dans leur cuisine. Ils sortaient des assiettes super. Ils avaient tellement massacré l'équipe de salle en les faisant passer pour des loufias ou des sous-merdes, que les gars, ils posaient les assiettes en tirant la gueule. Donc l'expérience, ça dézingue tout, quoi. Enfin, je veux dire, on est tous un jour rentrés dans une boutique en disant, tiens, je veux acheter ça, le truc. Si le service, c'est 50-50%, c'est aussi important que l'assiette, aussi important. Donc si tu as des équipes désengagées qui soufflent, le chef de cuisine, s'il n'a pas un bon directeur de restaurant, il est dans sa cuisine. Il voit jamais les clients. Hein. Et dans certains, quand tu as un restaurant avec une terrasse et que tu as des serveurs qui sont désengagés, qui tirent une tronche de 10 pieds de long, on dirait qu'ils sont gardiens de prison, tu crois que ça donne envie aux clients de rentrer, l'expérience elle commence là. Hein. Tout à fait. De base, quoi. Et puis, soit tu as un emplacement de malade, et même si tu sers de la nourriture qui est infecte et que tu as des gens qui te balancent les assiettes dans la gueule, tu remplis quand même, mais il y a un moment, ça s'arrête aussi. Tout s'arrête. Ça, c'était valable il y a 30 ans. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les clients, il y a les notes, il y a machin. Et les gens sont aujourd'hui, les clients, ils recherchent une expérience différente. Donc c'est même pas, en fait, ne pas se poser la question, c'est se suicider, s'auto-saboter directement. Hein. C'est clair. Et puis je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère qui est beaucoup plus aussi intimiste. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment cette folie, on l'a encore d'ailleurs, d'influenceurs, de faut se montrer à l'époque les terrasses, les The Place to Be. Mais aujourd'hui, je trouve que toute cette notion-là a changé. Je pense qu'on a beaucoup plus envie de se retrouver, même si c'est OK The Place to Be, mais avec de l'authenticité, quoi. Pas de l'authenticité marketing du vrai, quoi. Ouais, voilà. Pas le storytelling, en fait, c'est bien, mais quand il est appuyé sur quelque chose de vrai. Voilà, c'est ça. Un marketing vrai. Exactement. Et justement, donc, les éléments clés qu'un restaurateur doit connaître pour améliorer la perception de son restaurant grâce à tout ça. Je pense que déjà, c'est avoir une communication sincère et claire, avoir des valeurs affichées, et puis écouter son staff, écouter ses clients, quoi. Je veux dire, qui vient dans le restaurant consommer? Les clients.
Et donc tu as des restaurateurs qui continuent à faire ce qu'ils veulent. Je leur raconte celle-là, parce que je l'ai racontée la dernière fois au Summit, mais je la trouve magnifique. On fait une formation dans un restaurant de poissons. Et le gars, au bout d'un quart d'heure, je lui dis « Mais pourquoi tu as tant de vin rouge sur la carte ?» Ouais, tout à fait. Et il me dit « J'étais à 70% de vin rouge dans un restaurant de poissons. » Je lui dis « Quelle est la raison ?» Mais il me dit « J'aime le vin rouge. » Je lui dis « Tu veux une carte pour toi, pour tes clients ?» Tout à fait. Ah non, c'est un peu grossier, mais c'est fou, quoi. Il dit « J'aime les rouges tanniques. » Je dis « Oui, mais c'est pas toi qui payes tous les jours les 80 couverts. Enfin, c'est incroyable, quoi. Incroyable. » Incroyable. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire en disant écoute ton staff, écoute tes clients. Mais moi je suis très branché sur le mouvement des entreprises libérées et j'aime beaucoup raconter l'histoire de Jean-François Aubry, qui est un gars qui était chef d'une usine en 2013 dans la Somme, une usine de métallurgie, donc un truc hyper syndiqué, etc. L'usine était au bord du dépôt de bilan. Et donc lui était contremaître, il a repris l'usine avec ses collaborateurs. En 5 ans, ils sont devenus leaders européens. Ça n'a rien changé, là. Rien. Le produit, rien n'a changé, rien. Juste l'esprit. Génial. Juste l'esprit. Et parce que, en fait, je la raconte celle-là parce qu'elle veut son pesant d'or. Un jour, il travaillait. Il a fait comprendre à tous ses collaborateurs, il leur a demandé pour qui vous travaillez. Les gars ont dit on travaille pour le patron. Non, on travaille pour le client. Et en fait, il a sectorisé son usine. C'est-à-dire qu'il a fait dans son usine, il a fait plein de mini-usines. Et donc, les gars qui étaient sur la chaîne de montage, ils partaient avec les commerciaux, voir les acheteurs de chez Volkswagen, de chez toutes les marques de voitures. Et un jour, il y a une histoire qui est incroyable. Il y avait un des grands acheteurs de Volkswagen qui arrivait, qui devait être le client principal de cette usine. Et donc, le gars arrive, il devait arriver à 17h et manque de peau, il arrive à 19h, donc l'usine quasiment fermée, il n'y avait plus que la femme de ménage. Et donc il rentre, il sonne, la femme de ménage lui ouvre, et le gars lui explique, écoutez, je suis désolé, j'arrive en retard et tout. La femme de ménage, elle était tellement impliquée, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le gars, elle l'a amené à son hôtel, elle l'a installé. Donc le gars n'a rien dit, donc voilà, la femme de ménage n'a rien dit d'ailleurs, et donc le gars, il devait s'engager pour 5 ans sur un contrat, mais pharaonique, il a dit, vous savez pourquoi je vais m'engager avec vous? Parce que vous avez du personnel qui est capable de prendre conseil du client. La femme de ménage s'occupe du client. Donc si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire tout. C'est clair. Mais voilà, mais c'est comme les toilettes dans un restaurant. Enfin, je veux dire, t'as beau te clamer, machin, si tes chiottes sont dégueulasses. J'ai failli te le dire tout à l'heure quand tu parlais des vins, des verres de vin. C'est la même chose. Voilà, les toilettes. Voilà, mais je veux dire, voilà, mais les toilettes, on les voit un peu plus tard, théoriquement. Théoriquement, ça dépend. Mais voilà, c'est écouter ses clients, écouter son personnel. Parce que qui mieux que... Enfin, tu vois, par exemple, quand on fait une formation dans un restaurant, nous, on arrive a priori avec rien. On arrive avec des questions. Pourquoi? Parce que c'est le personnel du restaurant qui connaît ses clients, qui connaît son lieu. Nous, on a les recettes, on a des idées qu'on va pouvoir partager avec eux. Mais ce sont nos idées. Tant que ça ne sont pas les leurs, tant qu'ils ne vont pas adhérer, et tant que ça ne vient pas d'eux-mêmes, tant qu'ils ne vont pas se les approprier, c'est vide de sens. C'est vide de sens. Et justement, là, j'ai bien envie de poser une petite question un peu tricky par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que je suis d'accord avec toi dans le côté où si tu aimes, tu vends naturellement. Déjà, il n'y a même pas une histoire de technique de vente. Mais justement, est-ce qu'il faut totalement oublier l'aspect technique de la technique de vente? Ou est-ce qu'il faut justement lier le côté à la fois technique et émotionnel? C'est ce qu'on appelle chez nous la vente émotionnelle, c'est ce qu'on fait travailler sur les formations théâtre. Donc en fait, si tu veux, on t'apprend à aller chercher. Enfin, je donne un exemple très simple. En restaurant, tu tapes des horaires. Il y a des jours, tu es en fin de saison, ça fait 5 mois que tu te fais défoncer midi et soir, ou que le soir, tu es crevé. Et on est le 20 septembre, c'est la fin de la saison, et tu as une table qui arrive, tu vois, ils sont un peu exigeants, machin, et tu n'as plus le ressort que tu avais le 1er mai, quoi. Où tu es fringant, machin. Eh ben, on va te donner des outils pour aller chercher à l'intérieur de toi, pour dépasser ça. Et donc en fait, l'idée, c'est d'avoir la technique pour aller... Nous, on appelle ça le tiroir émotionnel. Comme un acteur, tu es capable de pleurer, etc. Tu vas chercher en toi quelque chose de puissant qui va t'aider à révéler ce que tu vis, ce que tu peux donner de meilleur à toi-même à ce moment-là. Et on va donner aussi de la technique, c'est-à-dire, souvent la technique de vente, elle est très simple, c'est la bonne question ouverte au bon moment. Pour aller, en fait, la question ouverte dans la technique de vente, elle est très simple, c'est-à-dire qu'on demande au client quel est le mode d'emploi qu'il a envie. Voilà. En 3 questions, on doit savoir qu'est-ce qu'on va proposer au client. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'arriver de parler, il faut écouter. Voilà. C'est clair.
C'est un peu comme je le répète souvent aussi, où le feeling, parce que moi dans ma partie opérationnelle, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais les questions, etc. de recrutement, c'est compliqué pour moi parce que nous, la signature de la maison, c'est d'agir au feeling. J'ai dit oui, mais une entreprise, ça ne se gère pas au feeling. C'est-à-dire que le feeling aide à prendre une décision finale. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises qui se gèrent au feeling, mais elles déposent le bilan assez vite en général. Voilà, exactement. Mais le process, en fait, va back up your ass, comment dire. En fait, tu vois, c'est très simple. Pour moi, le process, c'est le solfège. Voilà, c'est-à-dire que je sécurise. Et une société qui n'est pas sécurisée par des process, alors soit t'es deux, t'en as un en cuisine, dans un salle, et même si t'as pas de process, quand il y en a un qui tombe malade, t'es dans la merde. Tout à fait. Donc le process, ça sécurise, et une fois que tu as bien processé et que tu as sécurisé, tu peux lâcher. Tu as un cadre sécurisé, tu peux lâcher tout. Alors que le feeling, tu lâches tout sans filet. Tout à fait. Et le jour où il y a un trou dans la raquette, compliqué. Totalement. Le cadre pour la liberté. Exactement. En fait, avant d'aller en dehors du cadre, il faut déjà avoir un cadre. Et se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un cadre? Aussi. Tout à fait. Et pas dire, tiens, j'ai vu de la lumière, j'ouvre un restaurant parce que j'aime bien aller au restaurant. C'est ça, ou parce que je n'ai plus envie d'avoir un patron au-dessus. Oui, voilà, bien sûr. Tu es... bienvenue au club. Exactement. Justement, alors, quelle est, selon toi, la plus grande lacune des équipes dans les restaurants aujourd'hui en matière de service et en matière de service du vin? Qu'on ne les a pas accompagnés, tout simplement. On leur a fait croire que le vin, c'était compliqué, qu'il fallait s'y connaître, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, techniquement, de base, c'est déjà servir le vin dans un bon verre à la bonne température. Déjà, les aider à travailler là-dessus, des choses très très simples. Et la lacune, c'est de leur donner confiance. On ne leur demande pas d'être... Enfin, nous, on fait des accompagnements qui durent sur une journée ou 2 jours. Déjà, en 2 jours, tu transformes déjà une équipe. C'est tellement simple, quoi. En fait, c'est juste leur donner confiance, parce qu'ils ont tout en eux. Nous, on n'est que révélateurs de quelque chose qu'ils ont en eux. On n'a pas de baguette magique, on n'est pas des sorciers. On ne va pas transformer, mais on va leur dire, tu parlais des Vietnamiens, avec Justine, on a travaillé au Vietnam avec des équipes de restauration. Mais t'imagines, on a fait la même chose que toi. Ouais. Des gens qui ne connaissaient rien au vin, on leur a dit, mais c'est pas grave, t'as jamais bu de vin, c'est pas grave. On a dit, on sait que tu peux le faire. On leur a donné confiance, on leur a donné envie. Et on leur a dit, tu as 2 yeux, ils sont plutôt beaux, tu as des belles dents blanches, tu sais sourire, donc do the thing with your heart, fais les choses avec ton cœur, ça va fonctionner, quoi. Et on les a autorisés à être eux-mêmes, on ne les a pas formatés, on ne leur a pas mis un bâton sur la tête en leur disant si vous ne faites pas ça, attention, on va vous taper dessus. Et ce qui, du coup, je termine juste, je me rappelle, je suis désolé parce que j'ai une anecdote qui me vient comme ça, qui est assez géniale. Quand j'ai accompagné un restaurant à Londres, et on rentre dans l'hôtel, et le premier truc que tu as à l'entrée du personnel, tu sais ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée du personnel, à ton avis, pour vérifier les horaires? Un planning. Une pointeuse. Ouais. Et je leur ai dit, vous vous rendez compte quel signal vous envoyez? C'est-à-dire que les gars ne sont même pas arrivés. Avec la présence d'une pointeuse, vous les soupçonnez de base de ne pas arriver à l'heure et de ne pas faire leurs horaires. Inconsciemment, vous leur envoyez déjà un message. Déjà, ça commence mal. C'est comme si vous leur aviez mis une pancarte, on est sûr que vous n'arriviez pas à l'heure, vous ne faites pas vos horaires. Ça veut dire ça. Sur la base, je veux dire à un enfant de dire faites pas ci, faites pas ça, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire ci ou le faire contraire, ça, Donc on parle beaucoup de... C'est marrant parce qu'hier j'ai fait une masterclass, j'ai animé une masterclass sur le recrutement d'équipe, le leadership, le management, etc. Et justement je mentionne un peu ce que tu viens de dire, d'un côté les gens ne nous suivent pas par obligation, ils nous suivent par conviction. Et donc il faut donner envie et non pas imposer, et tout ça c'est cette culture d'entreprise solide. Il faut donner envie aux clients, il faut aussi donner envie et surtout au personnel. Exactement. Mais il faut en fait avoir... On se concentre, des fois le restaurateur ou le chef d'entreprise va avoir cet axe de concentration sur la clientèle, sur le service, etc. En oubliant les personnes qui vont devoir s'occuper de ça. C'est ce que disait Henry Ford. Henry Ford disait la plus grande valeur ajoutée, elle n'apparaît pas au bilan. C'est la valeur humaine. T'as un super chef de cuisine, un super sommelier, un super maître d'hôtel, s'il n'y a pas d'équipe, exactement. Ils font quoi? Rien. Henry Ford, c'est le cerveau collectif avant tout. Tout à fait. Et j'ai une petite question là. Est-ce que si tu devais justement donner un conseil à ce niveau-là, pour un restaurateur, est-ce qu'il est plus rentable sur le long terme d'embaucher un sommelier ou de former les équipes sur le vin? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ça dépend du restaurant, ça dépend, je vais faire une réponse.
Globalement, je dirais dans un premier temps former les équipes et dans un deuxième temps embaucher quelqu'un qui va encadrer les équipes. Et quand on fait un acte de formation ou un acte de transformation, juste bien de transformation, très important c'est d'avoir un référent dans l'équipe qui va faire perdurer les effets de la formation. Autrement, les choses s'étiolent et ça fait un effet soufflé. Donc nous, quand on fait un accompagnement, en général, on aime bien former quelqu'un à l'accompagnement de la formation dans le temps, quitte à rafraîchir la personne. Super ça. Et si tu devais donner un conseil à un restaurateur pour développer une vraie culture autour du vin dans son établissement, lequel ce serait? De faire goûter les plats et les vins au personnel, déjà de partager ça, de partager sa passion, de partager son envie, tu vois. Peut-être pas qu'avec le personnel. Je vais te raconter quelque chose que j'ai fait en 2006, c'est la campagne présidentielle avec, je crois que c'était Ségolène Royal. Et je suis devant ma télé et j'entends Ségolène Royal qui parle de démocratie participative. Et je me suis dit, mais quelle idée de génie! Je me dis, je vais faire une carte des vins participative. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout mon staff, mes meilleurs clients, je les ai invités à une dégustation d'achat. Et donc ils ont décidé, alors même si j'ai arrangé un peu la dégustation, que j'avais à peu près orienté les vins que je voulais choisir en termes de prix, je leur fais goûter et les clients ils disaient, ah ouais, j'ai participé, ça ne me coûtait rien. De toute façon, ces dégustations, il fallait que je les fasse. Donc je les faisais avec mon personnel et avec mes clients et je les ai impliqués dans la vie du restaurant. C'est super. C'est tout. La fidélisation quoi, en plus de voilà. ça. Donc c'est top. Et comment vois-tu l'évolution du rôle de la sommellerie, du vin dans les restaurants au cours des prochaines années? Alors, on peut fixer un chiffre dans la tête qui est quand même très parlant. En 1970, on buvait 160 litres de vin par an par habitant. Aujourd'hui, en France, on est à moins de 50. Donc aujourd'hui, il y a une décrue automatique de la consommation de vin. L'avantage, c'est qu'on consomme mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, et beaucoup de restaurateurs ont commencé à le faire heureusement, mais pas suffisamment à mon goût, et surtout au goût de leur bilan, et de leur expert comptable, et de leur rentabilité, c'est qu'il faut adapter une offre de vin au verre forte. Il faut proposer des packages, il faut engager les clients. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une offre vin. Moi j'aime bien faire le rapport entre le nombre de plats et le nombre de vins sur la carte déjà. C'est des choses très simples à faire. Combien j'ai de vin, combien j'ai de plats. Enfin, des fois tu as des restaurants qui ont une très belle carte des vins, etc. Et tu as 3 vins au verre. Quoi. C'est mort. Quoi. Donc tu joues. Alors oui, on me dit les clients peuvent. On n'est pas dans une culture aujourd'hui où les clients repartent avec leurs bouteilles. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. C'est vrai. Voilà. Non mais on dit aux clients. Donc il y a plein. Souvent les restaurateurs ils disent, alors tu as le restaurateur qui est complètement abattu, qui dit les clients ne boivent pas de vin, la vie est trop chère, etc. Donc en général, moi, quand je rencontre des gens comme ça, je leur demande pourquoi ils sont déjà pas au tribunal de commerce tout de suite, qu'ils arrêtent de se plaindre et qu'ils déposent le bilan tout de suite. Ça ira plus vite, ils se fatigueront moins, ils fatigueront moins leurs équipes et leurs clients. Je leur dis, il n'y a pas de fatalité. En fait, si tu commences déjà par toi-même te dire bah oui, c'est mort, je ne vendrai pas de vin. Si tu n'es pas toi-même convaincu de ce que tu vas faire, tu changes de boulot. Quoi. Et tu arrêtes de te plaindre. De base. Je veux dire, déjà, tu as la chance d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, tu as la chance d'avoir un restaurant, tu as la chance d'avoir un cuisinier, si tu l'as bien traité, ou si tu es cuisinier toi-même, tu as la chance d'avoir une équipe, et tu as la chance d'avoir des clients. Donc il faut juste penser différemment. Demande à tes clients qu'est-ce qu'ils ont envie. Et voilà. Donc, et déjà, arrête de massacrer les gens avec... je crois que la France, on est le seul pays du monde. Il y a une maladie qui court chez les restaurateurs, on appelle ça la maladie du coefficient. C'est-à-dire qu'un restaurateur, quand il voit un prix, il le multiplie tout de suite. Surtout un prix de vin, par 5, par 6, par 3, par 4. Et quand tu demandes à un restaurateur, tu dis pourquoi? Il dit parce que le comptable me l'a dit. Alors je dis, qui est-ce qui dirige votre entreprise? C'est votre comptable ou c'est vous? Ah mais pour beaucoup de restaurateurs, le comptable, on a l'impression que c'est Dieu. C'est Dieu, totalement. Mais un comptable, ça jamais... Alors tout le respect que j'ai pour les comptables, il en faut. J'en ai même un moi-même. Je ne sais pas bien compter. Par contre, un comptable n'a jamais été un commerçant. Jamais. Autrement, il serait des commerçants. Il serait riche d'ailleurs. Et en fait, ils ne réfléchissent pas en valeur absolue. Ils réfléchissent en valeur relative du coefficient. Si tu fais un coefficient élevé sur une bouteille mais que tu la vends jamais, tu as fait 0. Il y a un manque de bon sens et de cohérence. Mais tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est du bon sens paysan, quoi. Ouais, c'est clair. Totalement. Il n'y a pas de recette magique, c'est juste... Au même titre qu'il n'y a plus d'employés qui veulent travailler. Oui, bien sûr. Voilà, alors que la restauration... C'est toujours la faute des autres. Oui. C'est ça, exactement. La marmotte, je crois que c'était dans notre époque, la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Voilà, absolument, tout à fait. Là, je pense que tout le monde n'aura pas la ref, mais en tout cas, nous, on l'a.
Et donc du coup, par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, si tu devais justement résumer l'impact de cette dégustation intuitive des formations en une phrase, laquelle ce serait? Prends ta vie en main et booste ton CA. Tu l'avais réfléchi avant ça? Non. Premier. Ok, non mais elle passe bien. Prends ta vie en main, quoi. Ah ouais, non, c'est ça. 100% Et responsable. booste ton CA, quoi. Si tu veux continuer à pas vendre, ben continue. Vas-y. Continue. Et maintenant, pour les restaurateurs qui veulent se démarquer, donc quels sont les 3 éléments clés pour qu'un client reparte avec une expérience vin mémorable? Je dirais une offre lisible. Il faut déjà il faut que l'offre vin elle soit lisible. Ça veut dire quoi une offre vin lisible? Ça veut dire une offre où on va présenter le vin, pas par les régions, pas par les cépages, pas par la technique. 5% des clients, uniquement 5% viennent chercher de la technique. 95%, ils viennent chercher une émotion. Donc, quand j'ai une carte des vins qui me parle de région, de cépage, de millésime, je m'adresse à 5% des clients. 95% des clients n'acceptent pas l'information. Donc, si je ne lis pas l'information, je n'ai pas envie d'acheter, je ne suis pas en confiance pour acheter. Donc, le premier, c'est de rendre l'offre vin lisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire classer les vins par émotion, classer les vins par accord mes vins. C'est très simple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir un staff qui va parler simplement du vin et qui va rassurer le client. En lui disant, ok, tu connais pas le vin, nous on connaît pas le vin non plus. Par contre, ça on a goûté, ça c'est bon ça. On le mange, la pizza avec ce vin rouge là. Écoute, on l'a mangé, c'est la vieille technique de j'ai le même à la maison. Hein. Peu importe, mais ça marche. Et ça marche encore mieux si c'est vrai. Et la troisième, c'est d'oser. Oser. Arrêtez d'être comme les autres. Ah, je croyais que tu disais doser. Non. Il faut doser aussi. Mais du coup, ça marche pas mal. Doser, le dosage, oser, voilà. Oser. Moi, j'ai osé des choses en 2004. J'étais partenaire sur un bar à vin à Monaco. Et donc, on avait un budget pub. Et donc, mes associés me disent on prend un encart sur Nice Matin, première page, machin. Il y en avait pour 10 000 euros. Je leur dis on va foutre 10 000 euros par la fenêtre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à Monaco, la vente à perte est autorisée. Donc, on va faire une happy hour au Mouton Rothschild. Donc, c'est-à-dire une achetée, une offerte pour l'inauguration. On a fait 400 personnes. Ouais. Les gens, on avait mis les prix ne sont pas les mêmes prix qu'aujourd'hui, il y a 20 Bien ans. sûr. Hein. On avait mis du mouton à 70 balles ou 80 balles sur carte. Les gens me disent jamais on aura l'occasion de goûter ça. Voilà, donc il y a des moments, il faut oser des choses. C'est vrai. Il faut oser. Moi, le mardi soir, dans mon restaurant, on n'avait personne. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait enlevé la carte des vins. On faisait 2 vins blancs, 2 vins rouges, un rosé après couteau, un 0. Mais le restaurant était plein. Et mon associé m'a dit mais t'es fou, on perd de l'argent. Je dis de toute façon, autrement, les clients viennent, ils font connaître le restaurant, ils parlent de nous. Et autrement, on fait 0. Donc on perd quoi? Rien. Rien. C'est perdre ou perdre. Rien. C'est perdre pour gagner. Voilà, absolument. Donc il faut oser des choses. Faut oser. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Si toi, tu crois même pas en ce que tu fais, en fait, si tu restes le cul dans ta chaise sclérosée et tu te dis ah ben il n'y a pas de clients, mais arrête tout de suite, quoi. Arrête. C'est ça. Et penses-tu qu'une équipe qui maîtrise mieux le vin peut aussi être plus engagée et motivée dans son travail au quotidien? Alors, clairement oui. Pourquoi? Parce que quand tu poses une assiette, si tu as une belle assiette avec des bons produits, tu as un angle de communication avec le client. Quand tu parles de vin, le vin c'est noble. Ça peut être le vin, ça peut être aussi des craft beers, ça peut être des cocktails, ça peut être toutes les boissons. Les boissons qui ont un peu de noblesse, bah, tu viens rajouter une valeur ajoutée. Tu n'es pas qu'un poseur d'assiette. Et avec tout le respect que j'ai, d'ailleurs un serveur, on ne devrait pas appeler ça des poseurs d'assiette. Un serveur bien impliqué, même s'il ne connaît rien au vin, il doit être capable de faire danser le scampi et la sauce qui est dans l'assiette en racontant une histoire. Tu ne vends pas un scampi, tu vends un scampi qui a été pêché comme ça. Voilà, quand il y a quelque chose, quand c'est des scampis de chez Métro, c'est plus compliqué. On peut raconter le voyage qu'ils ont fait. Voilà. Ouais, j'étais obligé de le sortir. Tu peux. Mais je veux dire, voilà, enfin, on sait les restaurants dans lesquels on en a envie. De toute façon, les restaurants qui sont pleins, soit ils ont un emplacement, soit ils sont bons. Quoi. Pas de secret. C'est vrai. Comment les restaurateurs peuvent-ils collaborer avec toi
pour intégrer la dégustation intuitive dans leur établissement et transformer leur approche du vin? Alors, on a la grande chance en France d'être sur un système de formation qui est, on va dire, financé par les cotisations des entreprises à travers un certain nombre d'organismes. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. Donc, on réalise énormément d'actions de formation dans la restauration qui sont prises en charge 100% par les cotisations des entreprises. Et alors, ce que je vais dire, c'est pas très politiquement correct, mais je vais le dire quand même. Je dirais que si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire. Ça, c'est une réalité, parce que de toute façon, cette cotisation, vous la payez à l'URSSAF, et automatiquement, vous privez vous-même de quelque chose que vous payez. Donc, c'est intéressant de le faire, pas parce que vous l'avez déjà payé, c'est juste parce que ça a du sens pour vous, parce que ça va ramener ça. Et donc, aujourd'hui, on a, nous, des actions de déformation qui sont prévues pour motiver les équipes, leur donner envie, travailler sur la carte des vins, travailler sur les accords. Ce qu'on essaie de faire, c'est des formations les plus opérationnelles possibles. Au bout de la première journée, il doit se passer quelque chose. C'est pas de passer des slides et de parler de cépage et de technique. On sait faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est donner des clés opérationnelles qui marchent tout de suite. Il faut que ça fonctionne tout de suite. Dès la fin du premier service, il faut qu'il soit passé quelque chose. Autrement, on n'a pas été bon. Il y a une phrase d'ailleurs, une citation d'Alain Ducasse qui dit la connaissance est à portée de main, l'important c'est de courir plus vite que les autres. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà, et de le mettre en œuvre. Et encore une fois, dans les accompagnements qu'on fait, on travaille énormément sur l'humain, sur l'équipe, sur l'humain, et sur la relation que le chef d'entreprise peut avoir avec. Et le vin, c'est un moyen hyper détourné de faire passer, bien sûr, des choses sur le vin, mais aussi de faire passer plein d'autres choses dans le management. Tellement. Ouais. Tellement. Parce que c'est un sujet il y a de l'affect dans le vin, il y a de l'émotion. Ouais. Donc c'est moins rigide que une fiche plat, quoi, par exemple. Voilà, c'est un passionné de vin qui parle. Un peu. En tout cas, plus on pas avance, très objectif. Plus on avance dans l'interview, plus je me dis que je suis très contente de choisir les collaborateurs que je choisis, en tout cas. Donc ça fait plaisir. Et qu'aimerais-tu dire à tous les restaurateurs qui hésitent encore à investir dans la formation de leurs équipes? Je pense que de ne pas le faire, c'est un suicide. Et si vous ne le faites pas et que vous continuez à vous plaindre, vous êtes coupable. Coupable de ne pas avoir agi. C'est vrai. Voilà. Et trouver, retrouvez foi en votre métier, retrouvez foi en vos équipes. Puisque si vous donnez de la considération, si vous donnez de la justesse, si vous donnez tout court, ça veut dire financièrement, juste en termes de respect, de valorisation, tu vois. Combien de fois dans un restaurant, tu entends l'employeur qui va toujours dire quand ça va pas, mais dites quand ça va bien. Il y a plein de services où ça va bien. Il y a plein de services où votre équipe elle a fait des miracles. Dites-leur, ça coûte rien. Vous leur dites, voilà, là ce midi on a fait un super taf, putain, on a envoyé 80 couverts, on s'est fait déchirer. Mais putain les clients, on a la banane, quoi. Merci, quoi. Le merci à vos collaborateurs, c'est pas qu'un salaire. C'est aussi une poignée de main, c'est aussi une table, c'est peut-être une bouffe avec eux de temps en temps. Voilà, c'est de la considération. Et ça, je crois que c'est au-delà du vin, c'est le premier levier. Aimez-les, quoi, respectez-les, comme ils ont envie que vous soyez respectés. Faire de la reconnaissance et de la considération un réflexe. Ben oui. Et est-ce qu'on leur parle du package Franck Thomas et Cindy Kawak tout de suite ou on pas peut, encore? Si tu veux, on peut. Même si... En tout cas, merci pour cet échange et pour ce partage sincère. Honnêtement, j'adore ce type d'échange. Mais globalement, si tu veux, on ne peut pas faire autre chose. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, 30 ans que je vois des gens qui galèrent. Je leur dis, mais en fait, juste, c'est du bon sens. Revenez à des choses simples, revenez au respect déjà, le respect de vous-même par des horaires, par des conditions de travail. Enfin, si vous êtes employeur et que vous ne vous payez pas, à quoi ça sert? Vous n'êtes pas des prostituées, quoi. Excusez-moi. Hein. 2, respect de vos collaborateurs et respect de vos clients. Quand vous servez des trucs qui sont infects et congelés à vos clients, vous ne les respectez pas. Donc comment voulez-vous que ça marche? C'est du vol. Voilà. Donc respectez-vous vous-même, respectez vos collaborateurs, respectez vos clients et ça fonctionne. Les restaurants où les 3 valeurs sont alignées, ça fonctionne. Il y a un restaurant dont je tairai le nom mais qui fonctionne. C'est un restaurant qui fait 400 couverts. C'est énorme dans une ville très connue, dans le centre de la France. On a accompagné ce restaurant
il y a 9 ans, écoute bien, le collaborateur le plus récemment entré, il a 17 ans de maison. Génial. Et ils font 400 couverts par service. Et les gars ne sont pas fatigués. Et non, ils sont là. C'est ça. Et il n'y a pas de problème d'arrêt maladie, rien, ça Exactement. fonctionne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, et ça fait 40 ans que ça dure. Au-delà des problèmes de génération. Et ça continue maintenant. Mais totalement, mais en plus, quand on regarde bien, la restauration n'a jamais été autant sous le feu des projecteurs. Oui, avec toutes les Aujourd'hui, émissions de cuisine, Non, etc. mais aujourd'hui, être un chef cuisine, c'est être une rockstar quasi. Donc tout le monde cherche à ouvrir des restaurants, tout le monde. C'est important, ça c'est de marche, pas avoir ça le sature le melon. Ouais, voilà. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, l'exemplarité, comme on le disait aussi au Summit. Mais en tout cas, les gens veulent travailler. Ils veulent travailler dans les restos. Mais c'est juste qu'il faut leur donner envie. Les annonces, si elles sont nulles, elles sont nulles. Et leur dire que ça se passe bien, ça peut bien se ça passer. se passe bien, tout à fait. Et qu'ils peuvent faire. Là, on a un jeune. Je raconte juste cette histoire parce qu'elle est extraordinaire. On a un jeune qui était en rupture scolaire, 16 ans. On lui a trouvé une dyslexie, donc le gamin, si tu es en échec scolaire complet, etc. Ouais. Il a travaillé comme mécanicien. Après, il a travaillé dans une usine de découpe de voyelles en Alsace. Le gamin est rentré chez nous il y a 1 an et demi. On l'a mis dans un restaurant. Moi, je l'ai poussé. Je lui ai dit, va dans un restaurant, ça va te sauver. Aujourd'hui, le gamin, tu sais ce qu'il fait? Il est chef sommelier sur les croisières du Ponant. Là, il vient de m'envoyer ce matin des photos. Il est en tenue, en train de servir du champagne. Il fait le tour du monde en Asie. Et le gamin, il a 21 ans. Il me dit, j'aurais jamais rêvé. Il y a 5 ans, j'étais en train la main dans le cambouis, en train de faire des vidanges, quoi. Il me dit, c'est juste génial, je vis un rêve, quoi. Et on est dans un métier de plaisir. Mais oui. Il faut remettre cette cohérence, c'est-à-dire, je sais pas, tu en parlais, tu disais que pendant des années, on avait un peu maltraité des personnes dans la restauration avec une espèce de rigueur. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas l'avoir. Non mais attends, on peut avoir de la rigueur sans se taper dessus. Exactement. On peut être précis, rigoureux et dans la joie. Exactement. Là, juste le mot travail, tu sais d'où ça vient? Du vieux français triumviré. Ça veut dire la torture. Donc je vous annonce qu'en France, on a un ministère de la torture quand même. On a officiellement un ministère du travail. Donc nous ici au sein de l'école, on ne parle pas de travail, on parle d'œuvre. Une œuvre, ça n'a rien à voir. Une œuvre, ça vient du vieux français ouvrir, c'est faire les choses avec son cœur, ouvrir son cœur, faire les choses. Et aujourd'hui, on est dans les métiers de bouche, dans la cuisine, dans le vin, on est dans quelque chose comme ça. Et tant qu'on ne reviendra pas à ça, eh ben, tant qu'on travaille, non, moi je dis, on ne vient pas au travail, on va faire une œuvre. Notre entreprise, c'est une œuvre. Et notre boulot, c'est d'en faire un chef-d'œuvre.